Ah, De Gaulle. T'as envie de savoir qui est De Gaulle? Alors cette vidéo est faite pour toi. Sinon, t'es un élève de terminale. Bonjour, nous y voilà, nous sommes donc toujours dans ce chapitre numéro 6 d'Histoire, dans la deuxième grande partie sur la puissance retrouvée entre 1958 et 1974, avec une première sous-partie sur la République gaullienne. Alors, pour tout de suite démarrer cette partie, je vous laisse regarder donc une vidéo sur la naissance de la 5ème République, la grande explication, une vidéo faite par Lumni en 2018. Je vous laisse regarder la vidéo et ensuite je reviens vers vous. Il sera question d'histoire. Française, Français, I have a dream. Je suis contre la peine de mort. Le 28 septembre 1958, après des mois de campagne électorale, les citoyens français se rendent massivement dans leurs bureaux de vote. En métropole et dans les colonies françaises, ils sont invités à adopter ou à rejeter la nouvelle constitution. La victoire des partisans du oui est écrasante. Près de 80% des votants s'expriment en faveur de cette 5e République. Des résultats qui témoignent de la volonté des Français d'en finir avec un régime à bout de souffle et avec une guerre qui s'enlise en Algérie. En 1958, la France est présidée par René Coty. La Seconde Guerre mondiale est finie depuis plus de 10 ans et les Français ont recommencé à vivre. Car le goût de la musique ravage les foules. De là la fortune des jukebox qui débitent en tranches du rock'n'roll à volonté. Pourtant, la 4ème République, qui a à peine 12 ans, agonise. Son régime politique est instable. Les gouvernements n'en finissent plus de se succéder et rares sont ceux qui tiennent plus de 6 mois. Affaiblie, la France perd peu à peu son empire colonial. Après l'Indochine, le Maroc et la Tunisie, c'est l'Algérie qui revendique son indépendance. Depuis 4 ans, une guerre oppose les indépendantistes du FLN aux autorités françaises. Une guerre qui ne porte pas son nom, où tout semble permis, même la torture. Le 13 mai à Alger, un rassemblement en hommage aux 3 Français fusillés par le FLN tourne à l'émeute. L'investiture du nouveau président du Conseil, Pierre Pflimlin, inquiète. On dit qu'il veut négocier avec le FLN. Il faut protéger l'Algérie française. La foule envahit le bâtiment du gouvernement général et le met à sac. Les dissidents forment un comité de salut public et demandent au général Massu de le diriger. Tout ce qui se passe à Alger se dégage une impression d'extrême confusion. L'émeute tourne à l'insurrection. Dans les jours qui suivent, l'agitation grandit et les manifestations éclatent dans tout le pays. Le 15 mai, le général Salan s'exprime depuis le balcon du Forum d'Alger. Il prononce le nom que la foule attendait. Il appelle le général de Gaulle, le héros de la France libre, à revenir au pouvoir pour reprendre les choses en main. Depuis 12 ans, le général de Gaulle s'est retiré de la vie politique, en profond désaccord avec les institutions de la 4ème République. Dis, quand reviendras-tu? À l'appel du général Salan, il sort de son silence et se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République. Quelques jours plus tard, il précise ses propos. Il ne prendra pas le pouvoir autrement qu'en toute légalité. Le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile, encore une fois, directement à la France. À Paris, la tension est vive. Les généraux d'Alger menacent de mener une opération de parachutage sur la capitale si De Gaulle n'est pas investi. La rumeur parle d'un putsch de l'armée. Il est presque superflu d'abord de dire que l'inquiétude est générale. En conséquence, j'ai présenté ma démission. Le 28 mai, le président Coty, qui redoute la guerre civile, demande au général de Gaulle de former un gouvernement. Pour les gaullistes, l'homme providentiel est de retour, l'Algérie française est sauvée. Pour l'opposition, c'est un coup d'État. Le jour même, plus de 200 000 manifestants se rassemblent à Paris pour protester contre son retour. Le 1er juin, l'Assemblée nationale investit le général de Gaulle à 329 voix contre 224. Il devient ainsi le dernier président du Conseil de la 4ème République. Le lendemain, les députés lui octroient les pleins pouvoirs, comme il l'avait demandé, pour qu'il puisse rédiger une nouvelle constitution. Le nouveau texte devra cependant être approuvé par référendum. De Gaulle entre alors en campagne et enchaîne discours et déclarations pour convaincre les Français de lui faire confiance. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Moi, je vais être amené à voter non. 12 ans après le discours de Bayeux, dans lequel il présentait déjà sa vision des institutions,
la Ve République voit le jour. Une république dont il sera élu le premier président le 21 décembre 1958. La France passe alors d'un régime parlementaire à un régime présidentiel, renforcé en 1962 par l'élection du président au suffrage universel. À Paris, la Ve République est officiellement née. Je pense, mesdames et messieurs, que vous avez pu regarder ce programme dans de bonnes conditions et nous avons fait de notre mieux pour vous fournir le maximum de renseignements. Bonsoir. Bien, donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ce qui va mettre un coup, en plus de ce système de la 4ème République, c'est bien la guerre d'Algérie. Et donc vous pouvez noter qu'après une manifestation insurrectionnelle le 13 mai 1958, à Alger, une crise politique majeure éclate. 2 points, le président du Conseil, Pierre Fimelin, démissionne le 28 mai. Le président de la République, René Coty, appelle le général de Gaulle pour le remplacer. Et vous voyez que dans la vidéo, on le montre très bien, hein, c'est vraiment les militaires d'Alger qui en appellent vraiment à cette image de Gaulle liée à la Seconde Guerre mondiale pour incarner, si vous voulez, le modèle républicain. Et d'ailleurs, il faut bien voir que de 46 à 58, il y a pour de Gaulle ce qu'on appelle de manière concrète, une succession de périodes assez difficiles, qu'on appelle la traversée du désert, où De Gaulle va véritablement attendre, patienter, prendre son temps pour retrouver les Français et avoir sa réflexion politique sur le devant de la scène. Et justement, cette réflexion politique, elle amène la Ve République. Donc vous pouvez noter que la Ve République, approuvée par le référendum du 28 septembre 1958, est promulguée en octobre. En décembre, De Gaulle en devient le premier président. Alors pour bien comprendre cette Ve République, je vais reprendre un passage de ce qu'on avait vu en EMC et que je gardais un petit peu en tant que bille principale pour ce chapitre, sur la Ve République et ses monarques, qui avait été faite par Arte en 2013. Je vous laisse regarder un passage qui permet de voir comment fonctionne justement cette Ve République, donc la vision, si vous voulez, gaulienne, celle donc de Gaulle, qui est mise en place à partir de 1958. Je vous laisse regarder la vidéo et je reviens vers vous. Le texte de la Constitution qui allait devenir l'acte de naissance est la charte de la Ve République. De tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Vive la République, vive la France! Le référendum est un succès. Les Français approuvent massivement la naissance de la Ve République. Charles de Gaulle en devient le premier président. Mais dans l'esprit du général, la nouvelle constitution est encore incomplète. Il choisit d'attendre la fin de la guerre d'Algérie avant de faire passer son ultime réforme. L'élection du président au suffrage universel direct, qui doit l'affranchir définitivement de l'autorité du Parlement. Le président de la République, lorsqu'il s'appelle Charles de Gaulle, n'a besoin de rien d'autre que de s'appeler Charles de Gaulle, mais ses successeurs, malheureusement, pour eux, seront des nains puisqu'ils ne seront pas Charles de Gaulle. Ils n'auront pas la même légitimité historique, il faut donc leur en greffer une. Qui peut leur greffer une légitimité, si ce n'est le peuple lui-même? D'où la nécessité de l'élection présidentielle directe. Je crois devoir faire au pays la proposition que voici. Quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Tout le monde sait que tous les députés ont voté contre l'élection du président de la République au suffrage universel pour une raison toute simple, c'est qu'avant c'était leur privilège et qu'après ça n'était plus leur privilège. Ils étaient dépouillés de ce rôle. En revanche, cela permettait à la personne qui était candidate et qui exposait un dessein pour le pays de rassembler une majorité des Français sur ce dessein.
Pourquoi pensez-vous qu'il faut voter? J'approuve pleinement la politique du général de Gaulle. Je pense que c'est un honnête homme et qu'il faut le suivre. Monsieur, même question, allez-vous voter? Eh bien, naturellement, je pense que la consultation des citoyens fait partie du jeu normal de la démocratie et qu'en s'abstenant, on fausse ce jeu. Donc, je voterai. Quel est le problème? C'est là où on retrouve la question sur les institutions et la séparation des pouvoirs. Si vous donnez des pouvoirs envahissants à celui que vous faites élire une personne au suffrage universel direct, d'évidence, cette personne aura tendance à en abuser de ce pouvoir. Ce principe du suffrage universel est un principe démocratique, mais ce qui ne le rend pas démocratique, c'est... Pour élire quoi? On élit non pas un lieu de délibération, on élit une personne. Et cette personne, elle va savoir toute seule. Je pense parler sur ce ton de voix. Je ne pense pas parler sur un ton plus fort. Et cette personne, elle va comprendre toute seule. On va mettre nos intérêts sur le caractère de cette personne, sur les problèmes privés que peut avoir cette personne. Bien, donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je vous laisse noter ça, que donc la Ve République est un régime semi-présidentiel qui est mis en place, et vous avez donc un nouveau mode de scrutin qui est instauré pour les législatives. D'ailleurs, vous pouvez noter en rouge que la bipolarisation politique se met en place. Pour bipolarisation politique, vous pouvez noter que c'est un regroupement des partis politiques en deux camps principaux, la droite et la gauche, au sein desquels se constituent des alliances. D'ailleurs, vous pouvez noter en dehors de la définition que le pouvoir du président de la République est renforcé dans ce système de la Ve République, qui est là pour le coup une vraie vision donc, de De Gaulle, qui voulait que la place du président soit plus forte, et ce dès la 4ème République. C'est ce qui l'a fait partir du pouvoir politique en 1946. C'est que pour lui, il y avait vraiment cette réflexion sur la place du président dans les arcanes du pouvoir. Et donc, vous pouvez marquer entre parenthèses en exemple que son élection, en tant que président, son élection au suffrage universel direct est actée par référendum en 1962. Fermez la parenthèse. Oui, parce que entre 1958 et 1962, le président est toujours élu par les représentants du peuple. Et donc, vous pouvez noter que réélu en 1965, De Gaulle renforce, et là vous le mettez en rouge, la présidentialisation du régime par une forte présence médiatique, en particulier lors de conférences de presse régulières à l'Élysée. Et donc, présidentialisation, vous pouvez le noter en rouge, c'est une évolution du régime politique conduisant les pouvoirs entre les mains du président et à réduire le rôle des assemblées parlementaires. D'ailleurs, une chose qui est assez importante, c'est que ce pouvoir présidentiel, quand je parlais de médias, c'est que quasiment chaque semaine, le président fait des conférences à la télévision, De Gaulle, on le voit régulièrement, et c'est presque une image médiatique à part entière dans le paysage audiovisuel français. D'ailleurs, et là vous pouvez toujours le noter, ce sera le dernier point qu'on verra ensemble, c'est que le président ambitionne de faire de la France une puissance de premier plan. Deux points. Premier tiré, la page de la colonisation est tournée dès 1960 en Afrique, avec l'indépendance de 14 anciennes colonies. Plus difficilement, les accords d'Évian mettent fin à la guerre d'Algérie en 1962. Deuxième tiré, la construction européenne se poursuit. Deux points, l'union douanière est effective en 1968. Et troisième élément, troisième tiré, sur le plan international, De Gaulle entreprend de grandes tournées diplomatiques, comme en Amérique latine en 1964, et fait de la France une puissance nucléaire en 1960. La France prend ses distances du même coup avec les États-Unis et quitte le commandement intégré de l'OTAN en 1966. D'ailleurs, pour les essais nucléaires, pour les premiers avant l'indépendance de l'Algérie, les premiers essais nucléaires étaient faits en Algérie. D'ailleurs, vous avez une vidéo que je vous laisse regarder, qui avait été faite par France 3 en 2010, qui montrait les graves répercussions de ces essais dans le sud algérien, et donc les effets encore présents sur le sol algérien. Je vous laisse regarder la vidéo, et on conclura donc avec cette vidéo. Donc je vous dis, avant même de la regarder, une bonne fin d'après-midi, et on se retrouve après les vacances pour les 2 dernières vidéos. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve donc après les vacances. Bonnes vacances à vous!
À l'époque, un appelé français se trouvait par hasard au cœur du nuage radioactif, sans aucune protection. Pascal Justice, l'Arbi Benchia. 1962, Michel de Soubré, jeune appelé de 20 ans, s'envole pour l'Algérie. Nous partons de Nancy vers une destination inconnue. Il ignore tout alors des essais nucléaires français dans le Sahara. Quand on a su qu'on n'était pas dans une unité combattante, on était tous contents. On s'est dit au moins on ne va pas aller se faire tuer ou tuer des gens. Mais on était loin de savoir ce qui risquait de nous arriver, qui nous est arrivé d'ailleurs. L'accident nucléaire du 1er mai 62. L'ébranlement du sol soulève les poussières accumulées par l'érosion sans cassure de la montagne. Elles ne sont pas radioactives. Pour les actualités de l'époque, tout va bien, mais elles ne montrent pas la suite. Nous étions dans cet axe-là, à une dizaine de kilomètres. À 11 heures, on a vu la montagne devenir toute blanche, derrière nous là, sans bruit, sans rien. Et là, on a vu un nuage noir sortir de derrière la colline, là. Et puis là, on s'est dit, il y a quelque chose qui a raté. Et puis le vent nous l'a amené sur nous. C'est l'accident. Ce jour-là, la radio ne répond pas. Et les 9 militaires sans combinaison restent 3 heures dans le nuage radioactif. Puis, déboussolés, ils avancent vers la montagne. Invité à revenir sur le site avec des scientifiques, Michel raconte. En arrivant au point zéro, il trouve des hommes équipés de combinaisons et de masques à gaz en pleine manœuvre. Les gars en blanc, là, les gars du CEA, du commissariat à l'énergie atomique, ou je ne sais pas quoi, prendre des prélèvements. Voilà, faire des prélèvements, prendre des mesures. Et qui nous ont crié à travers les masques, foutez le camp, vous faites des oui, c'est dangereux. Michel, lui, n'est pas malade. Mais de la lave radioactive a été projetée sur la colline en face. Les Français, avant de partir, ont juste jeté du sable sur ces pierres hautement toxiques. Un geste dérisoire face au danger. Quand on remonte jusque là-haut, on voit des failles tout le long de la montagne. Il y a la possibilité aujourd'hui, c'est d'entrer d'eau dans ces fissures et de contamination. Car quand il pleut, l'eau polluée coule jusqu'au village. Depuis 50 ans, il y a urgence à décontaminer. Ça coûte cher. Donc, on doit faire appel à la communauté internationale pour que tous les essais, les sites d'essais nucléaires dans le monde entier soient gérés de la même manière, parce que ça présente un danger pour l'humanité tout entière. La radioactivité qui se trouve sur ce site ne commencera à décroître que dans 24 000 ans. Mais le plus important est à l'intérieur de la montagne, une montagne fissurée qui n'est absolument pas protégée. On apprend ce soir que l'ancien dirigeant